Cette webconférence, on essaiera d'expliciter en fait un certain nombre d'outils ou de principes au travers d'un exemple pragmatique. Et comme on intervient assez régulièrement dans des brasseries, vous pourrez faire le lien en fait entre ce qui est proposé au niveau de la démarche TPM et les outils, et ainsi visualiser les résultats de cette démarche. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va pouvoir commencer notre présentation. Hop. Donc, les objectifs, hop, ça y est, c'est parti. Les objectifs de la démarche, par rapport à une démarche TPM, obtenir l'efficacité maximale des équipements. Nous, dans le cadre des démarches qu'on fait énormément au niveau des brasseries, ils sont en fait très généralement en écart, c'est-à-dire que la croissance du marché est importante et il faut qu'ils arrivent à suivre cette croissance du marché pour ne pas être en rupture par rapport aux besoins du client. Et donc, pour cela, au niveau des brasseries, ils vont demander effectivement, avant d'aller mettre des nouveaux investissements, c'est déjà d'arriver à obtenir l'efficacité maximale des équipements qui sont déjà disponibles. Ça, c'est une première chose qui nous est demandée. Effectivement, ensuite, c'est que si jamais on arrive à faire tourner au maximum nos lignes de production, si jamais je reviens en termes de l'amortissement de toutes ces installations sur le prix d'une vente d'une bouteille, comme on va en sortir plus, on diminue nos coûts de revient. Donc aussi, c'est l'objectif, c'est d'optimiser toute notre ligne de production, améliorer la valeur opérationnelle de l'entreprise. Et puis ensuite, on verra que on commence toujours au niveau des productions et ensuite, ça demande également l'accélération de la performance sur d'autres services, les fameux services support. Donc tout ce qui peut être la maintenance, mais également tout ce qui va être le développement des nouvelles machines. Donc plus la partie conception, développement et la partie process. Donc, c'est dans le cadre de ces démarches-là que je vais vous présenter la webconférence sur la TPM. Dans cette conférence également, nous avons pu enregistrer une vidéo de M. Benjamin Boron, qui est le DG de Sobribra et qui pourra faire un témoignage vidéo en fait par rapport à l'installation d'une démarche au sein de sa brasserie. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous de pouvoir avoir son retour d'expérience. À la fin aussi, si vous avez la possibilité de poser des questions et ensuite on pourra revenir sur vos questions pour vous apporter des réponses sur les points que j'aurais pu vous présenter. La première chose, il est clair que quand on va lancer une démarche TPM, ça va générer en fait un changement au niveau des cultures. L'être humain en fait est capable de s'adapter à beaucoup de choses et comme je dis, au bien comme au mal. Et dans certains cas, en fait, les gens ont pris l'habitude de pouvoir travailler avec des machines qui dysfonctionnent. On peut avoir effectivement le fait de dire que c'est pas moi, c'est toi. Ça, c'est ce que j'appelle les peuples des panneaux. C'est-à-dire que si jamais j'arrive pas à faire fonctionner correctement mon équipement, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la maintenance. Et la maintenance qui va nous dire, ah ben non, c'est pas de ma faute, c'est parce que moi, j'ai pas les pièces de rechange, ou alors c'est parce qu'on m'a pas mis à disposition les machines. Donc, derrière cette notion de démarche TPM, l'idée, c'est d'arriver à supprimer la fatalité. Ça veut dire qu'on ne doit pas accepter l'inacceptable. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on puisse se remettre à niveau. L'idée aussi, c'est que vous verrez que dans ces démarches-là, il y a une notion aussi de rigueur. Et donc, l'idée, c'est effectivement de faire que les gens s'approprient leur environnement de travail, dont l'équipement qu'ils vont utiliser tous les jours, et puis pouvoir également arriver à améliorer la performance de ces équipements, soit en réglant des problèmes, soit en travaillant sur l'amélioration. Au niveau du temple de la TPM, il est construit en fait sur déjà deux socles. La première chose, c'est est-ce que déjà on tire l'efficacité maximale de son système de production actuel? Et ensuite, c'est est-ce qu'on peut améliorer notre système pour obtenir les conditions idéales de son fonctionnement? Donc la première chose, c'est vraiment les deux bases du temple de la TPM. C'est déjà, on a un système de production, est-ce qu'on l'exploite à son maximum? Et ensuite, effectivement, c'est est-ce que je peux améliorer ce système pour obtenir des conditions idéales? Au niveau du temple de la TPM, il y a différents piliers. Vous voyez, amélioration cas par cas, maintenance autonome, la maintenance planifiée, l'amélioration des connaissances et du savoir-faire. On va voir aussi, il y a une partie qui est liée à la maîtrise de la conception, maîtrise de la qualité, l'efficacité maximale des services transverses. Et puis après, il y a une partie
environnement et sécurité. Ce schéma-là, en fait, nous, on l'applique dans le cadre, donc, comme je vous disais, des brasseries dans d'autres industries, parce que, en fait, ça structure notre démarche de travail. La première chose, c'est qu'avant de commencer à déployer cette démarche, il faut déjà connaître, les raisons pour lesquelles l'entreprise désire lancer une démarche TPM. Donc, comme je vous disais, au niveau de la brasserie donc de Benjamin Brown qu'on va voir, lui, c'était vraiment améliorer la partie productivité pour pouvoir suivre les besoins du client. Ça peut être également la partie amélioration également qualité au niveau des rebuts, des freintes. Et donc, la première chose, c'est de regarder, faire le diagnostic pour essayer d'identifier les axes du levier. Et un des outils qui est utilisé dans le cadre de ce diagnostic, c'est déjà la visualisation de nos flux au travers de la VSM. Donc ça nous permet de regarder notre temps de traversée, l'efficience process et de commencer à regarder plus en détail. Par exemple, si je vois ici conditionnement, de regarder dans mon observation, dans le cadre du diagnostic, de voir effectivement déjà ce que je peux travailler sur, par exemple, on verra plus tard, le SMED et ainsi de suite. Donc, avant d'implanter une démarche, la première chose, c'est d'avoir une base factuelle qui représente l'état de fonctionnement de l'entreprise. Et c'est sur cette base-là, donc du diagnostic, qu'on va pouvoir établir une roadmap, identifier ce que nous, on appelle nos chantiers, c'est également dénommé les percées Kaizen, pour pouvoir déployer ce type de démarche. Une fois qu'on veut lancer cette démarche, vous voyez, il y a plusieurs étapes qui structurent un projet. Nous, on les libelle au niveau de 12 étapes. Donc, la première chose, c'est les décisions de lancement du projet TPM, donc avec l'identification des axes de travail. Ensuite, il va falloir définir une structure. Ça veut dire qu'il y a un système de suivi de la performance au travers des différents secteurs et ces différents secteurs ensuite s'associent pour avoir une notion de performance transverse, pour éviter la notion de performance simplement au niveau de chaque goulot, mais pas au niveau transverse. On verra également que si vous voulez lancer un projet TPM, il va falloir former les collaborateurs. Donc, former les collaborateurs sur la démarche globale, mais ensuite, il y a beaucoup de travail à passer sur la formation des outils pour les rendre autonomes, pour qu'ils puissent effectivement faire leur suivi de performance. Donc ensuite, comme je vous disais, on commence toujours à notre niveau une démarche TPM avec la réalisation d'un état de lieu, un fameux diagnostic qui va pouvoir nous définir notre schéma directeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle également la roadmap. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer à travailler au niveau des piliers. Donc on verra que le niveau des piliers, il y a différents outils qui peuvent être utilisés. D'abord, il y a l'analyse en statique des équipements. Ensuite, on reviendra dessus un peu plus loin, la dynamique. Ensuite, on va regarder également la maintenance préventive, comment aller planifier, comment aller déployer. Et puis après, comme on vous disait, il y a toute la partie formation et amélioration des compétences qui doit être menée. Donc, bien évidemment, ici, c'est planifié au niveau de la 8e étape, mais dans le cadre en fait de nos chantiers, sur les étapes 5, 6 et 7, on fait également des parties formation. Et puis, une fois qu'on va déjà avoir beaucoup travaillé là-dessus, c'est là on va déjà rentrer dans la deuxième partie du pilier. Donc, c'est stabiliser les 5e à un haut niveau pour ensuite pouvoir travailler sur l'optimisation. Donc, c'est tout ce qui est l'introduction des nouveaux équipements, les nouveaux produits, travailler en collaboration avec les équipes transverses. Et puis après, on peut travailler sur tout ce qui est la sécurité, les conditions de travail et tout ce qui va être également au niveau des certifications. On y reviendra également un peu plus loin. Première chose, c'est que si vous voulez déployer une démarche TPM, il faut que ce soit structuré. Alors ensuite, il faut trouver une structure qui soit adaptée par rapport à la taille de l'entreprise et aux effectifs. Sur l'exemple qu'on vous a donné, dans lequel vous allez voir la vidéo, la démarche en fait est structurée avec le niveau de directeur de l'usine, donc le DG, le directeur général, qui va piloter la démarche, et il va être en appui avec le directeur technique. C'est la personne qui a la responsabilité de tout ce qui est la partie installation et process au niveau de la brasserie. Et donc l'idée derrière, c'est de mettre un peu toutes les gens, les différentes
les différents métiers, maintenance, qualité, production, la supply chain, la logistique, les ressources humaines, alignés sur ce projet parce que, comme on l'a vu, on va avoir besoin de tout le monde. Et puis ensuite, pour chaque secteur, en fait, on va redescendre avec des acteurs. Ça veut dire qu'au conditionnement, ils vont avoir besoin également d'une personne qui soit leur correspondant maintenance pour le conditionnement, un correspondant qualité, un correspondant RH, et puis il y a un garant en fait du bon déploiement de la TPM. Donc c'est ce qu'on appelle le pilote TPM, ou dans certains sites, on appelle ça le correspondant de l'excellence opérationnelle. Et donc, si jamais vous avez sur une structure très importante, par exemple, si vous êtes multi-site, eh ben, ce correspondant production de conditionnement devra lui également avoir donc soit des correspondants par îlot ou également par structure. Et donc, encore une fois, au niveau de chaque structure, on devra encore avoir une participation collaborative. Et donc, c'est pour ça que dans ce schéma, ça peut donner des notions de groupe, comité. Et ça, bien évidemment, c'est adapté par rapport à vos organisations. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'effectivement, il y a une transversalité des services avec une implication jusqu'au plus bas de la ligne et donc des opérateurs et des collaborateurs de la brasserie. Première chose, avant de commencer à rentrer dans la partie outils, on commence toujours également par former les collaborateurs à la démarche pour leur donner une vision des outils et des méthodes. Nous, à notre niveau, la première chose qu'on met en place quand on va rentrer dans ces démarches, c'est déjà d'être capable de piloter notre performance au quotidien. Donc, l'un des premiers outils qu'on va mettre en place, ça va être la supervision active qui va permettre, d'avoir effectivement la mesure de notre performance. Alors là, encore, à un fréquentiel qui va être à déterminer. Généralement, quand on est sur les lignes, c'est au niveau des équipes. Ensuite, si jamais je monte au niveau, par exemple, du conditionnement, ici, ça va être à la journée. Et puis après, si jamais je vais piloter ma performance au niveau non plus des résultats, mais au niveau des tendances de ma TPM, eh ben, ici, je vais être de manière hebdomadaire. Donc, il y a un système de pilotage qui est mis en œuvre déjà pour regarder où on en est, quels sont nos niveaux de performance. Et cette supervision active, donc qui va être composée effectivement du pilotage, des rituels, des passages de consignes, va également permettre de pouvoir caler l'amélioration de la performance qui pourra être réalisée ensuite au travers des différents outils. Donc, une fois qu'on a commencé à former nos collaborateurs à cette démarche, commencer à mettre en place et installer notre système de pilotage, on va pouvoir commencer à rentrer dans une deuxième phase qui va être l'amélioration des performances. Nous, ce qu'on constate, c'est que déjà, même en ayant mis en place déjà notre système de pilotage transverse à l'organisation, déjà, vous gagnez de l'amélioration en termes de productivité. Donc, dans les brasseries, on va appeler ça le TRG. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus réactif. Déjà, comme on est en transverse et qu'on partage les informations, on va être beaucoup plus réactif dans la mise en œuvre des réponses et des solutions. Et donc, déjà, on voit déjà une amélioration au niveau du TRG. Ensuite, on décide de rentrer plus dans les outils. Donc, on l'a vu, il y a les deux socles. Et le premier socle, c'était atteindre l'efficacité maximale des équipements. Et nous, la première chose, c'est qu'on va dire il faut déjà commencer à regarder en statique les équipements. Et l'idée, c'est de retrouver l'état normal des équipements. Très, très souvent, dans les entreprises, en fait, les équipements, ils sont arrivés tout neufs. Et puis, au fur et à mesure, on les utilise. Et puis, comme on a dit, l'être humain est capable d'accepter beaucoup de choses. Et au fur et à mesure de son utilisation, on peut constater une dégradation en fait de ces équipements. Alors, on cherche toujours à remettre en bon état ces équipements, mais on peut s'apercevoir qu'effectivement, avec le temps, eh ben, il y a une fonction qui a disparu, une pièce qui est mal tenue. Et donc, l'idée, c'est de commencer à remettre à l'état normal nos équipements. Et là, la solution qu'on va avoir, ça va être la maintenance autonome. Alors, comment on fait? La première chose, c'est qu'on observe la machine donc à l'arrêt. Et puis, on va regarder tout ce qui est conforme ou non conforme par rapport à cette installation. Toutes les non-conformités sont identifiées avec des étiquettes rouges. Ensuite, il y a une planification pour remettre en état, pour prendre en compte ces étiquettes rouges, parce que bien évidemment, on peut peut-être ne pas être en capacité à pouvoir traiter tous les écarts. Et donc, on identifie tous les écarts, on en traite une partie dans le cadre de notre chantier Kaizen pour la remise à niveau, et ensuite, on va faire un plan à 30 jours et on va garantir le suivi de la remise à niveau de ces étiquettes.
Une fois qu'on a remis à jour notre équipement, il est important effectivement d'arriver à faire qu'on ne retourne pas dans un écart. Et donc ici, on va commencer à arriver sur la maintenance autonome, donc rendre le conducteur de la machine responsable de son équipement. Et donc ici, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la méthode NILS, donc tout ce qui est nettoyage, inspection, lubrification et la partie serrage. Donc ici, je vais vous montrer un exemple de ce qui peut être utilisé, c'est ce document-là. Donc ici, en fait, standard provisoire de nettoyage et d'inspection. Donc ici, c'est pour une machine qui s'appelle une soutireuse. La soutireuse, c'est la machine qui va remplir les bouteilles avec les boissons gazeuses ou les bières. Et donc ici, si vous regardez, il y a des actions qui doivent être réalisées, donc des points de vérifier, des tâches à réaliser, un résultat attendu. Et ensuite, sur la colonne du camp, on va avoir à quel fréquentiel tout cela doit être fait. Et ensuite, on a le temps dédié pour réaliser chaque opération. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire le juste et bon niveau en termes d'auto-maintenance pour chaque équipement. Et donc, à partir de là, on reprend donc les données constructeurs de l'appareil. On va aller regarder également le retour d'expérience qu'on a sur ces équipements. Et avec les collaborateurs des machines et les personnes de la maintenance, on définit ce fameux standard d'auto-maintenance qui est réalisable puisque c'est fait avec l'ensemble des collaborateurs et on valide effectivement le temps nécessaire pour réaliser ces opérations et en fonction de ce temps-là, on va effectivement identifier le fréquentiel qui peut être demandé. Donc ça, c'est un exemple pratico-pratique de ce qu'on va pouvoir appeler au niveau auto-maintenance. Ici, vous avez l'exemple par rapport à une soutireuse. Donc ici, c'est une ligne numéro 5. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un petit onglet qui est prévu pour ça. Donc ça, c'est la première chose pratico-pratique, comme je vous disais, qu'on va mettre en place. Donc, la maintenance autonome, remise à niveau de l'état normal de l'équipement, les étiquettes rouges, le plan à 30 jours pour garantir que les actions qui n'ont pas pu être faites dans le cadre de la PERSE Kaizen sont ensuite suivies et réalisées. Pour éviter le retour en arrière, la méthode NILS, nettoyage, inspection, lubrification et serrage. Ensuite, on met en route la machine et là, on va observer en dynamique. Généralement, on a 8 pertes de performance en équipement. On peut perdre au moment du changement d'outillage ou de fabrication, au démarrage. On peut avoir des défauts des retouches, des pannes. Je peux avoir aussi des pertes au niveau des réglages, des micros-arrêts, marche à vide, à la sous-vitesse. Et puis, évidemment, je vais perdre aussi de la performance quand je vais arrêter ma machine pour faire de la maintenance, qu'elle soit planifiée. Dans ce cas-là, et si jamais elle est non planifiée, ça viendra au niveau des pannes. Donc, la première chose que nous, on va chercher à faire, déjà, c'est de voir quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de maîtriser ces fameuses pertes de performance au niveau du changement d'outillage de fabrication au démarrage. Ici, on peut déployer un outil qui s'appelle le SMED. Donc, le SMED, en fait, ça a pour objectif de soit améliorer la quantité de produits qu'on va pouvoir fabriquer dans un temps, puisque je vais réduire mon temps de changement format ou série, ou également dans l'industrie des boissons, on peut parler simplement de parfum, c'est-à-dire que je reste sur la même typologie des boissons gazeuses, mais je vais passer par exemple d'un produit Fanta à un produit Coca. Donc là, je vais passer sur un changement de parfum. Si on veut travailler sur la réduction de ces temps de changement, donc comme on a dit, ça peut permettre de fabriquer plus de produits ou également, si jamais je suis plus flexible sur mon outil de production, ça peut me permettre également de diminuer mes quantités que j'ai au niveau de mes stocks. Donc ici, la méthode qui va être utilisée, c'est le SMED. Donc nous, on la découpe en 4 étapes. C'est identifier, mesurer les opérations, catégoriser les opérations en interne et en externe. Donc en interne, c'est est-ce qu'il est normal que cette opération soit réalisée avec la machine arrêtée? Externe, c'est toutes les opérations qui sont réalisées alors que la machine tourne. Donc nous, la machine qui est importante au niveau d'une ligne de conditionnement de bière ou de boisson gazeuse,
c'est donc la machine que je vous ai montrée précédemment, la soutireuse. Tant que la soutireuse tourne à la bonne cadence, on est toujours en train de remplir des bouteilles. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre également de regarder, effectivement, quand je vais faire mon SMED sur la machine, par exemple soutireuse, est-ce que la soutireuse continue à remplir des bouteilles et je réalise des opérations, c'est les externes. Je suis obligé d'arrêter ma soutireuse. Là, on sera en opération interne. Le premier exercice, ça va être effectivement assez basique de dire est-ce que je fais mon observation et est-ce qu'on était obligé de faire cette opération, la machine arrêtée. Par exemple, je vais chercher mes changements de format alors que la soutireuse est arrêtée. Est-ce que je n'aurais pas pu aller chercher ces équipements alors que la machine tournait? Donc ça va être assez évident. Ensuite, où vous pouvez faire énormément de gains, c'est quand on va être, par exemple, dans la relation entre le service de conditionnement et le service de la fabrication, où là, en termes de synchronisation, il n'y a pas obligatoirement des standards qui définissent clairement quels sont les rôles et les responsabilités, comment on va gérer ces synchronisations. Et alors là, on peut faire effectivement également des gains qui sont assez importants. Et puis, une fois qu'on a regardé l'interne et l'externe, la synchronisation, et on va chercher à optimiser les opérations qui sont faites en interne. Donc là, c'est de voir effectivement, est-ce qu'on a tout pour bien faire? Et puis après, on va également regarder si on peut réduire et optimiser les opérations qui sont faites en externe. Donc sur cette partie dynamique, si on revient, comment on peut travailler pour diminuer les temps de changement d'outillage ou de fabrication? C'est l'outil du SMED. Nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de toute façon, le fait d'avoir des standards pour démarrer correctement une production, ça permet également de pouvoir maîtriser son démarrage. Et on verra également qu'il y a des outils qui sont associés au démarrage, qui sont les checklists OK démarrage. Le OK démarrage sur les machines, c'est exactement la même philosophie que ce qu'on a dans les avions. C'est la checklist qu'a le pilote d'avion avec son copilote qu'il passe en revue avant de commencer notre voyage. Et c'est la même chose sur nos équipements de production. Donc, comme je vous disais, analyser en dynamique, réduire les pertes. Le deuxième, je viens de vous en parler, c'est le démarrage. Donc, comme je vous disais, généralement, il s'est lié aux pannes, réglages ou incidents. C'est une mauvaise maîtrise en fait de la machine par les collaborateurs, donc les utilisateurs de la machine, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement une bonne connaissance de la machine, ils ne savent pas obligatoirement regarder les paramètres et les points critiques de la machine. Ils ont l'habitude de tourner la bouton sur on, on passe du off à on, et on espère qu'effectivement la montée en cadence va bien se réaliser. Oui, mais si jamais ma machine allait rester peut-être un week-end arrêtée, peut-être qu'il y a quand même des points que je devrais vérifier avant de vouloir starter ma machine et monter en cadence. Et donc ici, ce que l'on a mis en place systématiquement, c'est les checklists OK démarrage. Ça nous permet de démarrer de manière beaucoup plus sereine et surtout beaucoup plus structurée et éliminer la variabilité au niveau de nos collaborateurs au moment des démarrages. Dans les 8 pertes de la performance d'un équipement, bien évidemment, il y a tout ce qui est les défauts, les retouches. Donc là, ça va dépendre effectivement, est-ce que les niveaux de rebut ou également freinte sont à un niveau entre guillemets acceptable ou non. Donc ça, on peut regarder en termes de benchmarking par rapport à ce qui peut être fait sur les autres sites. Et puis effectivement, quand c'est un niveau considéré comme important, on va vouloir travailler sur ces défauts et ces retouches. Donc ici, la solution que nous, on va mettre en place, c'est un suivi statistique au niveau de nos procédés pour comprendre, quels sont les facteurs qui peuvent avoir une influence et donc maîtriser ces paramètres avec pour objectif de diminuer nos rebuts. Quand on veut lancer une telle type de démarche, la première chose, effectivement, c'est de bien valider les moyens de mesure. Moi, si jamais je suis sur une soutireuse, donc une machine qui va me remplir des bouteilles, la feinte qu'on va avoir, donc les rebuts qu'on va avoir en sortie de ma soutireuse, sont par exemple énormément est-ce que je suis au bon niveau, à la bonne quantité de boisson qu'il peut y avoir dans ma bouteille, ni trop bas, ni trop haut. Et donc là, on va pouvoir regarder effectivement, est-ce que déjà la machine qui va nous éjecter nos bouteilles trop remplies ou pas assez remplies, est-ce qu'elle est bien conforme en termes d'utilisation? Donc ça, c'est la valider les moyens de mesure. À partir du moment où on est garant qu'effectivement cette machine qui s'appelle une mireuse fonctionne correctement, à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur la mesure de notre variabilité. Est-ce que ça arrive plus sur certains produits? Est-ce que ça arrive plus à certaines heures?
Est-ce que ça arrive plus sur certains formats? Pour pouvoir donc mesurer cette variabilité, identifier les causes de variation pour pouvoir ensuite améliorer nos process et ensuite le piloter avec des cartes de contrôle. Donc ça, c'est pour tenter de travailler sur les défauts et les retouches. Pour réduire les pannes, ici, on va simplement repartir de quelles sont les pannes qu'on a constatées. Donc là, ça va toucher différents équipements. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être en dehors de la machine. Ça peut être problématique. J'ai entendu la livraison de certains composants, des étiquettes, des bouchons. Donc, ce n'est pas obligatoirement que des problématiques machines, mais donc on va voir un Pareto au niveau global. Ensuite, on va identifier au niveau des équipements et des machines, quelle est là où les machines qui nous font le plus, qui nous posent le plus de problèmes. Et par rapport à ça, en fait, on va travailler avec la maintenance pour pouvoir ajuster, si nécessaire, cette politique de maintenance. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur ces causes-là avec les maintenanciers. Il y a toujours une grande bataille, c'est que avec les maintenanciers, parce qu'ils vont toujours nous expliquer c'est quoi une panne. Qu'est-ce qu'une panne? À partir de quand on considère que c'est une panne? Au bout de combien de minutes d'arrêt de machine, c'est une panne? Alors pourquoi on nous pose ça? Parce que de toute façon, c'est toujours lié en fait entre la notion de panne, où là effectivement il y a une intervention de la maintenance, ça va prendre du temps, et tout ce qui peut être lié au problème des réglages du micro-arrêt ou de la sous-vitesse. Et là, la responsabilité, elle est plus diverse et diffuse parce que sur de la sous-vitesse, dans certains cas, ça peut être lié à des problématiques de réglage et une partie des réglages sont sous la responsabilité du conducteur de la machine. Et donc, on a toujours, entre guillemets, une petite guéguerre entre la panne, les problématiques de micro-arrêt et les niveaux de responsabilité. Alors, dans certaines entreprises, ils considèrent qu'à partir du moment où la machine est arrêtée, tout devient panne. Par contre, si vous regardez toute intervention, par exemple, qui a été supérieure à 15 minutes dans votre journée, très souvent, vous allez vous apercevoir que vous avez un pourcentage de panne qui peut être élevé, mais pourtant, il n'y a pas beaucoup d'interventions qui peuvent justifier ce niveau élevé. Et bien, si vous êtes dans ce cas-là, ça veut dire que très certainement, ce n'est pas de panne que vous subissez, mais c'est des problématiques de micro-arrêt. Alors, dans certains cas, les personnes, comme ils savent qu'ils ont des micro-arrêts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont avoir, comme je vous disais, mon exemple de soutireuse. On a une soutireuse qui peut tourner, par exemple, entre 30 et 40 000 bouteilles heure. Eh bien, je vais réduire sa vitesse. Donc, ça, c'est assez perverse parce qu'une machine qui tourne à 30 000 et puis vous la mettez à 28 000, visuellement, vous risquez de ne pas voir cette sous-vitesse. Et c'est assez perverse parce que finalement, les gens, en disant ah ben je vais descendre ma vitesse de machine, comme ça tous les équipements qui sont en amont ou en aval vont pouvoir suivre cette cadence. Mais cette cadence, elle n'est pas normale. Mais en diminuant ça, vous avez moins d'arrêt. Et donc à partir de là, les gens ils vont se dire ah ben d'accord, maintenant on sait que cette machine, au lieu de la faire tourner à 30 000, on va la faire tourner à 28 000. Ça va beaucoup mieux passer. La problématique, c'est non, c'est qu'il faut arriver à la remonter à la vitesse nominale. Et là, c'est un vrai challenge pour les équipes. Mais par contre, pour pouvoir faire ça, la première chose, c'est qu'effectivement, il va falloir pouvoir les mesurer. Alors, quand on va vouloir travailler sur les réglages, ici, hop, les réglages, comme on disait, ça peut être assez diffus parce que ça peut être de la responsabilité du collaborateur ou ça peut être de la responsabilité des maintenanciers. Ici, je vous montre encore un petit exemple. C'est un document qui a été mis en place par rapport toujours, je reste toujours sur ma machine, ma soutireuse, qui va définir que par exemple, si j'ai un sur ou sous-remplissage de quelques bouteilles, ici, la première cause, c'est le premier symptôme, j'ai un sous-remplissage de quelques bouteilles. Cette sous-remplissage peut être dû à plusieurs causes. Donc, on voit ici que potentiellement, je peux avoir 6 causes. Ensuite, pour chaque cause, en fait, vous avez un remède et la partie C ou M spécifie la personne qui va devoir apporter le remède. Le C, c'est le conducteur de l'appareil. Le M, c'est le maintenancier, qui peut être maintenancier mécanique ou maintenancier électrique. Et donc ici, le but, ça va être de diminuer les temps de réglage. En fait, il faut savoir, c'est que le maintenancier, c'est le docteur, mais le conducteur de l'appareil, eh ben, c'est le papa ou la maman de l'enfant. Et donc, c'est celui qui est le plus proche de l'enfant, le papa ou la maman.
Et donc, c'est celui qui peut mieux connaître les symptômes ou qui va les percevoir en premier. Et donc, l'idée, c'est de mettre en alerte notre conducteur pour bien percevoir tous les symptômes. Dans certains cas, si ce n'est pas trop grave, eh ben, il peut donner le remède, mais à un certain niveau, il va avoir besoin d'un spécialiste. Ici, dans ce cas-là, ça va être le maintenancier. Donc ici, pour chaque équipement, on vient mettre en place un système avec les symptômes, les causes, les remèdes, bien définir les niveaux de responsabilité, travailler avec les personnes de la ligne pour rédiger ce document. Et ensuite, c'est de valider effectivement, est-ce que tous les conducteurs et est-ce que tous les maintenanciers sont bien formés, aptes pour pouvoir réaliser ce type d'opération. Et là encore, on va retomber sur un système de formation. La formation est très importante. Donc, comme on disait, il y a la notion de panne. Donc là, l'idée, ben, ça va être effectivement d'essayer de moins subir nos pannes, donc de travailler sur la maintenance. Et puis, dans certains cas, ça va être d'implanter la maintenance prédictive. Donc, maintenance prédictive, ça peut être la notion de l'analyse de l'huile, les analyses vibratoires, tout ce qui peut être les échauffements sur les circuits électriques. Donc, le problème n'est pas encore arrivé, mais par contre, on commence à prédire par un système de suivi de pilotage que si on ne fait rien, on va avoir un écart et donc potentiellement une panne. Comme je vous disais, il y a la partie améliorer les connaissances des collaborateurs. Donc là encore, on est beaucoup en formation. Et quand on va être en formation, ça nous permet de revenir ici. On va pouvoir regarder tout ce qui est les micro-arrêts et les marches à vide. Donc pour tout ce qui est micro-arrêt, marche à vide, je peux vous montrer encore un petit exemple. C'est ici, c'est un suivi en fait de tout ce qui est les micro-arrêts. Comment on fait? On a dit que la machine qui remplissait les bouteilles, c'est celle qui va nous donner la performance de la ligne. Donc tant que la machine n'est pas arrêtée, il peut y avoir des micro-arrêts sur les autres équipements qui ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne m'arrêtent pas ma machine maître de la ligne, la fameuse soutireuse. Donc ici, c'est une observation sur une heure. On se met sur la ligne et puis on regarde. À chaque fois que la soutireuse a été arrêtée, on identifie si ça vient de l'amont ou de l'aval. On va identifier les machines. Donc ici, par exemple, c'est mes convoyeurs. Donc ça, c'est toutes les parties tapis qui m'emmènent les bouteilles. Ici, je vois que j'ai quelques bourrages convoyeurs. Le chiffre que vous avez vu à côté 88, 28, 29, ici, ça c'est en secondes. Et si on regarde au bout d'une heure d'observation, mes convoyeurs, voilà, ici, sont responsables de 43% de ma perte de rendement sur cet équipement. Donc ça, si on est en haut du fichier, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la ligne, ici c'est la ligne 3 qui va fabriquer ce type de bière. On voit que la vitesse nominale de la machine c'est 30 000 bouteilles. On voit qu'elle en a réalisé 30 000, donc ici on peut constater qu'on n'a pas de sous-cadence. Et si on regarde en bas du fichier, au bout d'une heure, on va pouvoir s'apercevoir quel a été notre TRG sur cette ligne. Ici, hop, on va pouvoir aller sur le côté droit du fichier. Si on descend, alors là, vous voyez, on a eu un excellent rendement sur cette observation, puisqu'on n'a qu'une perte de TRG de 10%. Donc là, on a eu sur cette observation d'une heure, le fonctionnement de la machine était correct pendant 90% du temps. Par contre, on a vu qu'effectivement, quand elle ne fonctionnait pas, déjà pour 43% du temps, c'était une problématique convoyeur. Donc, à partir du moment où on sait que c'est les convoyeurs, on va rentrer sur une deuxième observation micro-arrêt plus précise et regarder effectivement pourquoi on a des problématiques convoyeurs. Ça peut être une problématique au niveau de la lubrification, ça peut être une problématique de réglage au niveau des guides, et donc ça va nous obliger en fait à faire des observations plus précises pour regarder l'origine de cette défaillance. Et là encore, on repart sur la formation et le suivi de notre performance avec les acteurs. Donc ici, généralement, déjà, vous avez fait un gros parcours déjà dans l'amélioration de l'utilisation en termes de performance de votre outil actuel. Ensuite, on va vous dire, tiens, il serait intéressant quand même de regarder comment on peut améliorer notre système pour obtenir des conditions idéales. Donc ici, ça pose plus la question de comment on va pouvoir démarrer plus rapidement possible des nouveaux produits ou des nouveaux équipements.
Dans la fiche NILS, nettoyage, inspection, lubrification et serrage, par exemple, on nous demande de travailler sur de la lubrification. Mais est-ce que les systèmes de lubrification sont accessibles pour le collaborateur sur la machine? Dans certains cas, non, parce que ce sont derrière en fait des tôles métalliques. Et la première chose qu'il faut que je fasse, c'est démonter ces tôles pour pouvoir accéder. Ça, vous comprenez bien que pour le collaborateur, ça va être compliqué à admettre. Et donc, l'idée, c'est de travailler ensuite en partenariat avec les constructeurs de machines pour regarder effectivement comment on peut optimiser tout cela. Et donc, ça, c'est l'un des piliers également qui va plus loin au niveau de la TPM, qui peut être mis en œuvre. Comme je vous disais, quand on va lancer une démarche, je veux améliorer la performance d'une ligne de production, ce n'est pas que les acteurs de la production. On va avoir besoin vraiment de transverse. Comme on disait, je vais avoir besoin des maintenanciers pour qu'ils puissent travailler effectivement pour faire la maintenance préventive ou traiter mes pannes. Je vais devoir travailler avec eux pour définir mes standards d'auto-maintenance. Mais un maintenancier, s'il n'a pas les pièces de rechange, par définition, il ne pourra pas réparer la machine. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de travailler avec les personnes au niveau des appros ou des achats. Ensuite, je vais avoir besoin de travailler avec les gens de la qualité, si jamais je dois maîtriser mes rebuts, par exemple. Donc, c'est vraiment un projet transverse. Et donc là, il faut qu'on arrive à travailler sur la transversalité de nos process. Et c'est là où ça rejoint le premier outil qu'on met en place, le pilotage avec la supervision active. Quand on met en place ce système de supervision active au niveau des lignes, ben déjà, nous, on est transverse. Pourquoi? Parce que vous avez le conditionnement, vous allez avoir les maintenanciers et les personnes qui vont s'occuper de la partie qualité, c'est généralement dans ce domaine-là, c'est le laboratoire. Et donc déjà, on impulse en fait cette transversalité dès le départ de la démarche par la mise en place de notre supervision active et ensuite le fait qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble, ça vient conforter quand on monte à un niveau encore plus transverse la notion de ce pilier-là. Et donc là, à un moment donné, je ne peux pas vouloir gagner du temps sur le remplissage de mes bouteilles si le maintenancier met 4 heures à retrouver une pièce de rechange, si dans le process d'achat, on met trop longtemps également pour me faire parvenir cette pièce. Et donc, l'objectif de tout ça, ça va être d'améliorer notre réactivité à quel que soit le niveau de l'entreprise et surtout à quel que soit dans son niveau de service. Et donc ça, c'est généralement un effet induit de l'amélioration de la performance sur les lignes de conditionnement, c'est que ça va toucher tous les services et pour pouvoir effectivement rendre cette performance possible. Une fois qu'on travaille sur ces thèmes-là, vous allez avoir également le fait que ça va améliorer votre performance et puis dans certains cas, certaines entreprises souhaitent valoriser cette performance et donc on peut travailler sur certains référentiels. Donc ici, on vous a mis la sécurité qui est avec le référentiel ISO 45001, environnement 14001 et puis également au niveau qualité avec l'ISO 9001. Donc là, on a vu quelques exemples d'outils pratico-pratiques qui permettent d'être déployés dans le cadre des piliers, donc pour essayer effectivement d'améliorer notre performance. Pour nous, la performance, elle tourne toujours suivant 3 teams. Il y a la performance en termes de sécurité. Les personnes qui viennent au travail doivent repartir saines et saufs et ne doivent pas avoir d'accident du travail. On doit également travailler sur le deuxième pilier, c'est la qualité. Comme j'ai l'habitude de dire, il vaut mieux que j'apprenne à faire les choses bien avant de vouloir apprendre à les faire vite. Parce que si je fais vite des rebuts, je n'ai pas gagné grand-chose à ma fin de journée. Donc le deuxième pilier, ça va beaucoup être la partie qualité. Et puis ensuite, effectivement, on va avoir la notion de performance qui peut être relevée par des notions indicateurs, tout ce qui peut être les rendements. Et puis également aussi après avec les rebuts et les freins. Généralement, le fait d'induire en fait le travail en transverse et par équipe, c'est très souvent aussi un premier pas dans le changement de votre organisation. Ça va permettre de pouvoir commencer à travailler sur des notions d'îlot, d'équipe, et donc de pouvoir travailler avec un système de pilotage par îlot, par équipe, et de pouvoir mettre de la transversalité. C'est très souvent une résultante en fait en termes d'organisation dans nos démarches TPM. Donc, comme je vous disais, pour essayer de pouvoir vous présenter un témoignage,
Au mois de juillet, nous avons enregistré une vidéo avec Monsieur Braun, donc Benjamin Braun, qui est directeur général au niveau de la société Sobebra. Ça appartient à un groupe français qui s'appelle le groupe Castel. Le groupe Castel, lui, est présent dans plus de 26 pays africains. Il y a plus de 120 usines. Et au niveau de Benjamin, donc lui qui est à Sobebra, il est le directeur général au niveau du groupe. Et lui, il est dans le pays, au Bénin, avec plusieurs sites de production, à Cotonou et à Poso-Tomé. Et donc, au mois de fin août, non, c'était pas juillet, c'était fin août, on a enregistré une petite vidéo avec Benjamin pour qu'on puisse partager cela avec vous et puis qu'il puisse faire un retour en fait de la démarche qui est mise en place au niveau de ces structures, donc Sobebra, donc société béninoise, enfin une brasserie au Bénin. Voilà, donc je vais vous montrer la vidéo. Quand on parlait effectivement aussi de développement de tout ce qui est les compétences, on a mis en place en fait un système qui est vraiment spécifique donc, en termes de formation. Donc, on renforce, nous, c'est ce qu'on appelle le métier directeur technique, donc c'est au sens très large de la maintenance. Et on a mis en place en fait un système de formation qui est basé sur différentes maîtrises d'outils. Donc, c'est par rapport aux piliers de la TPM, par rapport aux outils qu'il y a à connaître à l'intérieur. Donc, on a vu quelques outils. Il y avait la maintenance autonome, on a vu qu'il y avait le SMED, il y avait le MSP, on a vu qu'il y avait les AMDEC, par exemple, au niveau de la conception de nouveaux équipements. Et donc, ce parcours de formation qu'on appelle le parcours métier directeur technique, mais c'est plus large que simplement le directeur de la maintenance, c'est au sens tous les acteurs de la maintenance qui encadrent en fait ce type de démarche, eh ben, ils peuvent être formés dans ce parcours et ça permet de compléter, puis surtout aussi de donner en fait du recul et une perspective par rapport aux acteurs quand ils vont découvrir le déploiement de ces outils. Ce que je vous propose, c'est parce que comme c'est prévu effectivement pour 1 heure et qu'on va s'approcher, vous savez que si jamais vous avez des questions, des interrogations, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Donc sur le support, vous avez la référence, donc l'adresse mail de Monsieur Rémi Bessieux, Oval Performance, son numéro de téléphone. Je m'appelle moi-même Emmanuel.delmas. La suite de l'adresse mail est exactement identique, ovalperformance.com. Et donc, nous serions heureux en fait de pouvoir réagir si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à nous appeler par téléphone, nous envoyer un mail. Et puis comme ça, si jamais vous avez des questions, des interrogations, et si on peut effectivement vous guider par rapport à ce type de démarche, eh bien, on reste à votre disposition. Donc, s'il y a une personne qui veut intervenir, parce qu'on avait prévu que pour midi, ou sinon, je vais vous souhaiter un bon appétit. J'espère que cette webconférence a permis de découvrir un peu ce qu'on appelle une démarche TPM, vous a permis de voir effectivement quelques outils pratico-pratiques qui peuvent être déployés. Et puis surtout, je pense que le témoignage de M. Benjamin qui permet aussi d'avoir ce retour d'une personne qui a déployé ce type de démarche peut faire du sens aussi pour vous si vous êtes intéressé de lancer une telle démarche. Je vous souhaite encore une nouvelle fois un bon appétit et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle web conférence.